nous retrouvons autour de la table nos trois premiers invités. François-Xavier Geland, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française de domotique. Est-ce que vous pouvez nous faire vite une petite fiche d'identité de la Fédération française de domotique? Oui, en quelques mots. Donc, on a créé la fédération il y a 5 ans. On regroupe en fait aujourd'hui 320 membres. L'idée, c'est de créer un réseau maillé collaboratif avec à la fois des fabricants, des distributeurs, des intégrateurs, il y a des chercheurs, il y a des formateurs. C'est de mettre tout le monde autour de la table, aussi avec des promoteurs, avec des bailleurs, pour essayer de faire converger tous ces métiers et de faire en sorte qu'au final, nos clients, l'utilisateur final, soit satisfait de son installation. Soit satisfait de son installation domotique. Absolument. Alors pour être satisfait, il faut des entreprises. En face de vous, monsieur Philippe Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Domopad. Est-ce que vous pouvez nous présenter Domopad? Oui. Alors déjà, je tiens à remercier la Fédération d'avoir récompensé une réalisation qui a pris 4 ans, d'accord, qui est en fait le résultat d'une démarche particulière à 2 égards. La première, c'est qu'on est reparti des usages, c'est-à-dire qu'on avait un très beau projet avec un architecte et un client assez exigeant, et on est parti en fait d'une revue d'usage pour arriver finalement à une solution, et pas l'inverse. Alors, on parlera de la solution après. Oui. On y reviendra. Avant, je voudrais que vous me présentiez la société Domopad. Alors, la société Domopad a été créée en fin 2012. C'est un bureau d'études qui est en fait spécialisé dans le logement connecté. Et en fait, l'objectif, c'est d'amener un nouveau concept qui est ce qu'on appelle le full IP. D'accord ? Et le full IP, c'est une manière de dire qu'à partir du moment où un logement est connecté, il est obligatoirement en IP. Et l'objectif est alors d'amener ce réseau-là jusqu'au bout et d'éviter tout ce qui est protocole intermédiaire qui en fait crée des surcoûts sans apporter de valeur ajoutée. Alors on verra ça avec l'exemple de la maison que l'on voit derrière vous. À côté de vous, monsieur Jean-Pierre Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Connecti, Connectibat. Est-ce que vous pouvez nous faire une fiche d'identité de Connectibat? Connectibat est une société qui a été créée en 2010, donc on a à peu près 8 ans. Nous sommes intégrateurs sur la région des Pays de Loire, basée à Nantes. Notre métier est de travailler, on va dire, majoritairement sur des bâtiments tertiaires, mais aussi des logements connectés, mais plutôt de volume, et même si on fait encore un petit peu de résidentiel haut de gamme. Alors on va revenir vers vous dans quelques instants, mais avant, monsieur Gelin, moi ce que je voudrais savoir, c'est, on a parlé de domotique, on a parlé de bâtiments intelligents, on parle de bâtiments connectés, de bâtiments connectables, de digital. Moi j'aimerais que vous nous plantiez un petit peu le décor et que vous nous disiez où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la domotique? Qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment connecté? Est-ce que tout ça est la même chose? Alors vous avez raison, il y a un peu de confusion. Le but de la fédération, c'est aussi de communiquer et essayer d'être très clair sur ces différents concepts. Je pense qu'on aura gagné quand on n'utilisera plus de mots spécifiques en fait. Le bâtiment de demain, il sera connectable. Le mot connectable est intéressant, mais jamais un client demandera un bâtiment connectable. Un client, il demande un bâtiment confortable, un bâtiment économe en énergie, un bâtiment prêt pour le futur. Et toutes ces technologies, puisque nous, on est des ingénieurs, on vient de la technologie, on est au service des maîtres d'ouvrage, on est au service des architectes, on est au service des bureaux d'études. On a, nous, des solutions qui vont l'aider à concevoir un bâtiment durable. Et tout ce qui est le mot domotique, le mot imotique, le mot GTB, tout ce qui est connecté, etc., ce ne sont que des moyens, finalement. L'idée, c'est de réconcilier tout le monde du bâtiment avec ces termes, puisque ça fait 35 ans qu'on les utilise, et je pense que, comme vous, les gens sont un peu perdus, c'est de dire il y a des professionnels, il y a des humains, et au niveau de la fédération, il y a 320 entreprises qui ont ces compétences, qui sont capables de les déployer au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes conditions, pour que, et la notion de connecter, c'est le but de, je pense, rendre plus humain, plus confortable, plus sensible un bâtiment en fait. La notion de bâtiment autonome, comme dans l'automobile, on comprend bien que le bâtiment va devenir autonome, il a besoin de technologie, il a besoin de compétences, et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de la fédération, c'est monter en compétence tous ces gens-là. Ces technologies vont permettre à moi, utilisateur d'un bâtiment, que je sois un maître d'ouvrage privé, ou que je sois un ERP, ou que je sois un conseil régional, de mieux comprendre, de mieux utiliser mon bâtiment, de mieux le faire vivre, sans finalement que je m'en aperçoive, c'est ça ? Absolument. La notion de bâtiment, enfin en gros, personne se lève le matin en se disant tiens, je vais régler mon thermostat ou je vais régler ma domotique. Ce qu'on veut, c'est
vivre dans un environnement à la bonne température, bien éclairé, avec les bons services. Donc là, on ne parle plus de produits ni de technologie, on parle de services. Je veux les bons services au bon moment. D'accord ? Donc l'idée du connecté, c'est d'amener tous ces nouveaux services du digital. On dit souvent que la plupart des services de demain, on ne les connaît pas aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de préparer le bâtiment pour qu'au fil du temps, les utilisateurs, alors on peut parler de donneurs d'ordre public comme des collectivités, mais ça peut être un particulier, ça peut être une école, ça peut être un hôtel, c'est trouver le bon compromis en termes de technologie, en termes de services, pour qu'au fil du temps, quel que soit le besoin, on ait une solution simple, au bon prix, pour effectivement vivre dans les meilleures conditions. Voilà. Et tout ça étant évolutif, j'ai bien compris. Alors, à la non pas la Smart Building Alliance, à la Fédération française de domotique, vous avez lancé un concours. Depuis quand et pourquoi un concours ? Alors, depuis quand ? Ça fait presque 10 ans maintenant. C'est la 5e édition. Donc, à chaque édition de Batimat et d'Interclimat Elec, on fait le concours. Donc, un an avant le salon, on sollicite les entreprises. On est bien sur un concours de projets. On n'est pas sur un concours de produits. L'idée, c'est de récompenser des projets. Des projets où on a installé des systèmes. Et récompenser le porteur du projet. Alors, pas forcément l'utilisateur final, mais l'entreprise qui a incarné ce projet. Souvent, ce nous on appelle le domoticien ou l'intégrateur en domotique. C'est lui qui a permis de faire la différence. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme dans beaucoup de bâtiments, sur une succession de technologies. On est sur une vraie convergence. D'accord ? Donc il n'y a pas d'un côté une domotique d'électricien, de l'autre côté une domotique de chauffagiste, etc. On a une seule domotique parce qu'on a un intégrateur en domotique qui a fait le travail, qui a convaincu, qui a rassuré et qui a travaillé main dans la main avec l'électricien, avec le chauffagiste, avec le bureau d'études, avec l'architecte, qui a écouté le client et qui en a fait une synthèse pour dire, voilà, dans ce projet-là, voilà le niveau de technologie qui me paraît nécessaire et voilà comment je vais le mettre en œuvre. Je vais faire un parallèle, c'est un peu comme avec le BIM manager, c'est ça ? C'est un peu celui qui est le pivot autour duquel va travailler les autres personnes intéressées. Absolument, c'est une très bonne analogie. Le BIM sans le BIM manager n'existe pas. On considère que dans un projet, qu'il soit résidentiel ou tertiaire, si on veut un bâtiment qui donne satisfaction, il faut, à la conception, à la réalisation et à l'exploitation, une entreprise qui incarne le projet et qui est capable de faire la synthèse de tout le monde. Alors, sur les prix que vous avez décernés cette année, qu'est-ce que les membres du jury ont remarqué ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu valoriser et comment ils voient évoluer les choses finalement depuis 10 ans ? Vous avez maintenant pas mal de recul pour voir comment les choses se passent. Qu'est-ce que vous, membres du jury, avez remarqué ? Alors effectivement, ce qui est intéressant dans ce concours, c'est de comparer année après année, édition après édition, l'évolution des installations. Alors, je crois que le principal critère du jury, ça a été la simplicité d'utilisation. C'est-à-dire, on peut mettre autant de technologie qu'on veut dans une maison. Si au final, l'utilisateur est perdu, on a travaillé pour rien. Donc, on s'attache beaucoup à regarder quelle a été la démarche. Est-ce qu'il y a eu réellement une écoute et là aussi un binôme entre l'intégrateur et son client ? Est-ce qu'il y a eu un échange ? Et puis après, est-ce que le résultat de ça, c'est quelque chose qui est simple à utiliser et qu'il n'y a pas juste monsieur qui l'utilise, mais que madame, que les différents membres de la famille l'utilisent. Absolument. Ce n'est pas des projets de geeks. Ce n'est pas des projets de geeks. Et il y a 10 ans, pour être clair, il y a 10 ans, nos projets étaient des projets de geeks. C'est-à-dire il fallait des maîtres d'ouvrage très motivés qui, en gros, voulaient plutôt en mettre plein la vue. Aujourd'hui, on est arrivé dans quelque chose de très utile. C'est-à-dire à quoi ça sert et à quoi ça me sert au quotidien. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Quel est mon bénéfice ? Et puis, en termes de convergence, la simplicité, c'est aussi l'unicité de l'interface. C'est-à-dire que si j'ai une télécommande pour mes volets roulants, des boutons pour mes éclairages, une dalle tactile pour... Là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut que j'ai tout au même endroit, en général sur le téléphone ou la tablette, c'est ça ? Absolument. Ouais. Donc le dernier critère, c'est la partie professionnelle. C'est-à-dire, pour être clair, on ne peut pas réussir un projet de maison connectée avec les méthodes actuelles du bâtiment. Donc, dans les projets, nous, ce qu'on mesure, c'est quelles méthodes ont été utilisées pour que tout le monde travaille dans le même sens avec ces nouvelles méthodes. Donc, dans le BIM, c'est exactement pareil. On ne peut pas faire du BIM avec les méthodes historiques. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on développe de nouvelles méthodes de travail. Absolument.
Et ces nouvelles méthodes, alors c'est sur l'aspect collaboratif également, c'est dialoguer avec le maître d'ouvrage et dialoguer avec toutes les entreprises. C'est aussi une rupture au niveau, je dirais, du modèle économique. C'est-à-dire, longtemps, on vendait de la domotique et puis on alignait des devis et puis ça grossissait. L'idée aujourd'hui des projets que vous allez découvrir, c'est aussi une convergence au niveau des moyens. C'est-à-dire, on ne multiplie pas les infrastructures, on ne multiplie pas le câblage, on ne multiplie pas les interfaces. Le fait de tout faire converger fait là aussi une économie d'échelle. Voilà, on a une économie d'échelle, on limite en fait les tuyaux. Absolument. Il l'a dit, Philippe, c'est le tout IP, c'est une infrastructure, il y a une colonne vertébrale d'un bâtiment, vous le verrez dans les 2 bâtiments primés, qui font converger tous les services actuels, c'est-à-dire ceux que le client a demandé, et futurs. Alors tout de suite, on va parler de ces bâtiments et je me tourne vers vous, Monsieur Roux. Alors, faites-nous déjà un petit descriptif de cette maison et de ce que vous y avez apporté. Alors en fait, justement, on est parti de cette démarche de discuter 18 mois avant, en fait, finalement, la remise des clés, de ce qu'attendait le client de son bâtiment. Donc ça évite de parler tout de suite solution. On a fait vraiment une revue d'usage en disant voilà, qui occupait la maison, quelles étaient les habitudes, à quoi servait chaque pièce. Et à partir de là, en fait, on est parti donc sur rendu service. Et une fois qu'on a dit on veut rendre du service, on essaie de trouver la meilleure solution au meilleur prix. D'accord ? Donc pas créer de la technologie pour la technologie, mais toujours d'utiliser la technologie pour rendre du service. Quelle est la technologie que vous utilisez en l'occurrence ? Alors en fait, c'est l'IP. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de bâtiments connectés, tout de suite, je vais vous demander de temps en temps de définir les choses très techniques parce qu'on n'est pas tous au fait de ces questions. Donc n'hésitez pas à faire un peu de pédagogie. Si je fais l'analogie, par exemple, entre l'évolution, parce qu'on a parlé de domotique, aujourd'hui on parle de logement connecté. Si on parle de l'audiovisuel, au début on avait l'automatisme, c'était des télécommandes. Puis après on a dit, on a plein de télécommandes, donc on veut avoir une télécommande générique qui fait tout. Là, en fait, on a commencé à rentrer dans la domotique. Et puis on a dit, on a un iPad, on a un iPhone, pourquoi pas l'utiliser comme télécommande. Et là, on est rentré dans ce qu'on appelle la domotique 2.0, c'est-à-dire éviter du matériel spécifique et repartir sur le cloud, sur les tablettes. Et là, aujourd'hui, on parle de logement connecté, mais en fait, on est sur les services offerts par Netflix, Deezer, Sonos. Et là, on voit qu'effectivement, on rend du service, d'accord ? Et souvent, les gens aujourd'hui qui utilisent ces services-là ne sont jamais passés par la télécommande universelle. Ils sont allés directement sur ces services-là. Sur le téléphone. Et moi, c'est ce que je vois. Et c'est comme ça que je juge si ce que je fais a une valeur ou pas. Ils s'y mettent et après, ils ne lâchent plus. Quand vous êtes sur Netflix, quand vous êtes sur Deezer, quand vous êtes sur Sonos, vous l'utilisez tous les jours et vous ne l'abandonnez pas au bout d'un mois. Un bracelet connecté, des choses comme ça, des fois, on l'utilise et un mois après, il y a plus, en fait, ça reste dans un tiroir. Là, ce sont des services qui sont utilisés. Et c'est là vraiment là où on a un logement connecté et on prend le sens du service et ce qu'il apporte. À partir de là, on voit bien que le réseau IP, il a un rôle essentiel. C'est-à-dire qu'il faut avoir un réseau sécurisé et performant pour pouvoir que l'ensemble de la famille puisse profiter de ces services-là dans de bonnes conditions. Si vous avez les adolescents qui jouent, les parents qui regardent la télé, voilà, on voit bien qu'un réseau, même je dirais d'entreprise, et la condition sine qua non pour profiter de ces services-là. Si vous conservez votre box sous la télé, vous ne pouvez pas bénéficier en dehors d'être célibataire dans un appartement, mais une famille nombreuse n'y arrivera pas. Voilà, un bâtiment comme celui qu'on voit derrière, c'est pas possible. Comment ? Voilà. Il faut quelque chose de plus. Voilà, tout à fait. Donc en fait là, vous avez dans ce cas-là une vraie installation professionnelle qu'on retrouve dans les entreprises avec une baie toute hauteur, des switches, enfin des bornes réseau, donc une vraie installation. Et à partir de là, dans la mesure où on a de la performance et de la sécurité, au niveau entreprise, on a un réseau fiable, performant. Et là, on peut commencer à dire qu'on va connecter, alors là, dans ce cas-là, on a 45 objets connectés en IP qui sont au service du logement. Et on a en fait éliminé finalement un réseau spécifique. On utilise un réseau qui sert aussi à la famille. Donc vous voyez qu'on a un gain général pour tout le monde, pour le logement, mais en fait finalement on n'a pas créé quelque chose qui ne sert qu'à ça. Il sert aussi à la famille, au service.
45 objets connectés ou Voilà. 45 connexions. Oui. Est-ce que, alors vous pouvez nous en décrire, on va en prendre un ou deux ou trois. 45, moi ça me paraît énorme. Je ne sais pas, dites-nous qu'est-ce Alors, qui est connecté, puis après un ben, exemple de service que vous avez rendu et que vous rendez aux habitants avec votre Alors, système. en connecté, par exemple, si on prend sur l'efficacité énergétique, vous allez avoir un certain nombre de calculateurs qui vont gérer les consignes et les températures pour régler les températures à chaque pièce. Je crois qu'il y a 11 zones, d'accord. Derrière, vous avez un serveur qui, en fait, récupère l'ensemble de ces températures, qui déjà permet de les afficher. Donc, on a un historique en permanence sur effectivement l'évolution des températures. Et on offre ainsi la possibilité aux clients d'abord de contrôler comment il chauffe sa maison, de la modifier aussi bien en local qu'à distance et d'avoir toujours une vision globale. Je sais que par exemple mes clients disent quand je rentre le soir, j'ai une vision globale de l'ensemble des températures de la pièce, je vois aussi les consignes de température et je vois si effectivement mon petit dernier n'a pas mis le thermostat à 28, auquel cas je lui remets à une température plus raisonnable. Donc voilà, ça c'est au niveau... Il y a un truc pour arrêter la douche au bout de 5 minutes ou pas? Alors il n'y a pas ça, mais si effectivement c'était une demande du client, c'est toujours pareil. Si le client la demande, pourquoi Pensez pas. aux adolescents, c'est pour ça. Écoutez... Alors il y a effectivement, par exemple, on consomme en permanence, on sait en permanence par exemple la consommation d'eau froide et d'eau chaude. Au jour le jour, on a des graphiques, donc effectivement on peut piéger une surconsommation. Et on a des petites choses comme par exemple des systèmes où vous pouvez mettre hors gel automatiquement, c'est-à-dire en fait des électrovannes qui coupent l'eau extérieure et ça vous évite d'oublier où effectivement vous êtes en week-end et il y a justement là, c'est le premier gel et vous allez perdre, vous avez des problèmes de plomberie. Donc, tout ça se fait, entre guillemets, indépendamment de ma volonté. Non. C'est-à-dire, une fois que c'est réglé... Non. Non. Alors non, justement. C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours c'est globalement sur une action du client. Si je prends par exemple les accès. Aujourd'hui, c'est une maison où il y a des enfants qui sont jeunes, donc il y a une femme de ménage et une nounou. Il n'y a pas de clé, c'est-à-dire qu'en fait l'entrée est biométrique, c'est-à-dire qu'en fait avec vos empreintes digitales, l'ensemble des gens autorisés peuvent accéder à la maison, évidemment dans des... Et les plages horaires définies, j'imagine, à l'avance. Voilà, tout à fait. Et en fait, quand ils rentrent, ils vont sur des tablettes murales. Et en fait, ils rentrent un code et donc ils déclarent leur arrivée. Une nounou, par exemple, va arriver et va configurer la maison en ouvrant un certain nombre de volets qui correspondent aux pièces qu'elle va utiliser avec les enfants. Une femme de ménage, la femme de ménage, elle va rentrer, elle va configurer la maison différemment. En fonction de... Parce qu'effectivement, elle va faire des pièces sur lesquelles la nounou n'a pas besoin. Donc on voit qu'à chaque fois, la maison s'adapte, mais elle s'adapte toujours sur une demande. Est-ce que c'est pas trop... est-ce que c'est simple l'utilisation pour ma nounou Oui, mais oui, parce qu'en fait, finalement, les nounous, elles n'ont pas de clé à gérer. Elles rentrent avec leurs doigts et après, à partir de là, elles arrivent sur la tablette. Et le fait de se déclarer, elles vont enlever l'alarme, évidemment. Elles vont ouvrir les volets, configurer la maison, éventuellement le chauffage. Et à partir de là, profiter. Et en sortant, elles vont simplement déclarer leur sortie. Donc, remettre l'alarme. En même temps, le client, lui, est informé de l'arrivée et du départ, d'accord, sur son téléphone. Sur son téléphone. Par exemple, si on prend le portier par exemple IP, lui, permet de récupérer les appels, même si on est en absence sur son téléphone mobile, d'avoir un push immédiat dans la mesure où quelqu'un sonne, et en même temps, d'être capable d'ouvrir, par exemple, une porte garage pour un livreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez plus à la poste aller chercher vos colis. Vos colis seront systématiquement livrés, même si vous n'êtes pas là. Parce que vous avez un système qui vous permet d'ouvrir avec des caméras et à distance. Et d'ailleurs, ça surprend souvent les livreurs ou les gens de voir qu'effectivement, ils peuvent continuer à faire du service alors qu'il n'y a personne dans la maison. Voilà. Écoutez, merci pour ce panorama. Est-ce que, en guise de conclusion, sur ce projet, donc pour lequel vous avez obtenu un prix, vous avez obtenu quel prix et dans quelle catégorie? Alors, je laisse... Oui, c'est évidemment la catégorie Smart Home. On verra tout à l'heure la partie tertiaire, plutôt Smart Building dans le collectif. Là, c'est vraiment résidentiel. C'est ce projet-là qui a retenu en fait l'attention du jury. Sur notamment cet aspect simplicité d'utilisation et puis clairement rupture technologique. C'est-à-dire depuis 10 ans, nous on passe notre temps à voir des projets KNX, des projets très très technologiques, presque trop technologiques et très chers. Là, le fait de passer en tout IP, donc c'est des technologies numériques, la technologie du digital, permet pour une maison de 400 mètres carrés d'être 2 fois moins chère qu'une installation identique en KNX il y a quelques années. Donc ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. Alors, je voudrais juste ajouter une chose. Souvent, en fait, on pense qu'il faut penser à logement connecté à partir du moment où on a un projet de connecter le logement. Moi, je pense qu'il faut en fait
avoir cette réflexion-là bien en amont. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un projet de construction ou de rénovation lourde, une simple réflexion pour dire dans 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans, j'aurai besoin d'un logement connecté parce que c'est l'air du temps, je prévois les quelques passages, les quelques fourreaux. On parle de très peu de finalement un investissement très faible pour finalement assurer un avenir et éviter de tout recasser ou de tout simplement renoncer à du service. Voilà, on n'est pas obligé, c'est évolutif, on n'est pas obligé de l'appliquer tout de suite. On n'est pas obligé de l'appliquer tout de suite. Voilà. Alors je vais passer la parole à votre voisin, Monsieur Jean-Pierre Moreau. Avec vous, on va parler d'une caserne et de logement. Et je vais vous demander, pareil, de nous décrire la solution que vous avez mise en place dans cette caserne. Quelle était la problématique et comment vous y avez répondu? Donc c'est un projet sur Nantes d'une rénovation d'une caserne qui s'est transformée en 45 logements de standing. La problématique était je dirais, c'était surtout de gérer un projet de volume, au sens où on vient faire 45 logements en même temps qui vont être livrés le jour J, tous en même temps. Donc par rapport à un projet résidentiel où on a un client, là on n'a pas un client, on a 45 clients qui viennent le même jour. Une rénovation lourde, ça demande beaucoup d'études en amont. C'est-à-dire c'est un projet qui a pris à peu près 3-4 ans en règle générale, avec un travail d'équipe avec le corps architecte, Atelier Solo, l'investisseur, Espace Investissement, Connectibat, la maison communicante, pour essayer de comprendre vraiment où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on peut trouver l'équation qui fait qu'in fine, on va faire 45 logements connectés. À notre niveau, Connectibat, en tant qu'intégrateur, on a eu un gros travail de suivi, je dirais, durant toute la réalisation du chantier, parce que la société Durand Hervé, qui était l'installateur, sont des gens très compétents, mais de travailler sur du volume, il faut quand même qu'on puisse s'assurer, nous, qu'on ait une qualité de service qui soit déjà là en termes d'installation, pour qu'in fine, lorsqu'on va venir pour paramétrer et installer, je dirais, l'intelligence, on n'ait pas trop d'inconnus. Et un accompagnement sur tout le projet, y compris in fine, où on a été obligé de présenter au potentiel syndic qui allait prendre le contrôle ou la gestion de ce bâtiment, quels sont les services qui allaient être mis en place, qui est quelque chose d'assez innovant ou en tout cas non commun dans les bâtiments de tous les jours. Et donc aider l'investisseur, aider l'architecte à sélectionner ce syndic et accompagner ce syndic aussi à pouvoir après gérer ces nouveaux services qui lui sont proposés et mis en place. Comment ça se passe? Le syndic, par exemple, est prêt à entendre tout ça? Enfin, il y arrive? Parce que ça peut paraître complexe. Ou est-ce que, pareil, on a des solutions simples qui permettent d'aller rapidement? Aujourd'hui, les solutions qui sont mises en place sont simples, mais sont innovantes pour le syndic, au sens où c'est des nouvelles choses qu'ils doivent appréhender. Donc je pense que ce qui a été apprécié par ce que nous avons proposé, c'est justement l'accompagnement. Alors non seulement des occupants, quand ils ont pris part dans leur logement, mais aussi du syndic, pour lui expliquer ce qu'il allait devoir faire, mettre en place et quelles sont les nouvelles prestations auxquelles il devait penser par rapport à un bâtiment standard, je dirais, ou traditionnel. Est-ce que ça implique une formation? Pour moi, ce n'est pas une formation réellement, c'est plus une information. Oui, une information et surtout une notion de connexion et de communication entre différents corps d'État et différentes personnes. On est sur un bâtiment connecté. Je vais vous prendre un exemple. Une personne, un occupant peut téléphoner en disant « Je ne comprends pas, mon chauffage avec mon smartphone ne fonctionne pas ». Il appelle le syndic pour dire ça. Mais si vous réfléchissez entre le smartphone et le chauffage, on est sur un élément connecté qui va parler sur un réseau 3G, qui va aller sur Internet, qui va sur un élément électrique, qui potentiellement va sur un élément de plomberie au chauffage. Donc qui dans la chaîne ne fonctionne pas. Et c'est là toute cette notion où le syndic aujourd'hui s'appuie sur nous en tant que compétence pour réussir à auditer simplement une éventuelle défaillance et accompagner l'occupant à trouver la bonne solution. Si j'ai bien compris, vous travaillez sur la chaîne en fait, si vous êtes capable de comprendre où est la défaillance dans une chaîne, c'est ça? Exactement. En tant qu'intégrateur, c'est vraiment le sens du mot. C'est-à-dire qu'on sait parler avec tout le monde. Je dirais pas qu'on sait faire parce que c'est pas notre métier, mais par contre on comprend ce que font les gens et surtout après nous on comprend la chaîne des choses qui doivent se réaliser pour éventuellement définir la défaillance et dire on va faire venir l'électricien, on va faire venir le plombier ou changer votre forfait, vous avez plus de gigas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous donner un exemple de service rendu à l'habitant? Alors aujourd'hui, tous les logements qui sont mis en place leur permettent de gérer au niveau sécurité du contrôle d'accès. Donc ils ont un petit portier vidéo dans leur logement qui leur permet de voir à l'entrée qui se présente, d'ouvrir les portes,
Tu voulais dire... Non, continue. Ah, je pensais que tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Cette partie contrôle d'accès permet aussi au syndic de faire de la communication sur la résidence ou à l'occupant de façon à distance, on va dire. Donc c'est tout à fait transparent. Un occupant peut très bien dire à son syndic « je ne comprends pas, les poubelles n'ont pas été rangées » ou le syndic peut dire « attention, Madame Michu, vous avez un colis qui est arrivé à l'accueil ». Donc on est sur une notion de conciergerie numérique qui a été mise en place sur ce projet. Au niveau de cet écran, un certain nombre d'informations retournent vers l'occupant pour lui indiquer par exemple que sa fenêtre est restée ouverte alors qu'il veut partir, que le filtre ou que sa pile de son détecteur incendie est trop basse, qu'il faudrait qu'il la change. Et cette information, je l'ai là, toujours sur le smartphone en général. Sur le smartphone, sur la tablette, et sur le portier vidéo. Et sur le portier vidéo que j'ai. Donc j'ai l'information, je l'ai 3 fois. Enfin, Tout à fait. Je peux l'avoir 3 fois. Exactement. Y a-t-il quelque chose à ajouter sur ce bâtiment ou est-ce qu'on en a fait bien le tour? Enfin, évidemment, on pourrait. Et qu'est-ce qui a plu aux membres du jury? Je pense que le bâtiment a vraiment 2 notions, la notion d'occupant et de logement, et une notion de bâtiment connecté, au sens où un certain nombre d'informations permettent de comprendre l'état du bâtiment, l'état technique, et ces informations sont reliées après et connectées au syndic, au gestionnaire du bâtiment. Et on ouvre ici vraiment la porte ce qu'on appelle les bâtiments ready to service. Un certain nombre ont déjà été mis en place, la conciergerie numérique en fait partie, mais on est vraiment à l'avènement de choses qui fait que le bâtiment va pouvoir évoluer et proposer des nouveaux services. Là, j'ai un double service, on va dire. J'ai un service au gestionnaire du bâtiment, à l'exploitant, et j'ai un service à l'habitant. Exactement. Écoutez, merci beaucoup. Qu'est-ce qui a plu au jury? Alors, tout à l'heure, dans le premier projet résidentiel, on avait une rupture technologique et une rupture budgétaire. Là, on est sur typiquement la rupture d'organisation. C'est-à-dire, Jean-Pierre a parlé de 3-4 ans de travail. Pourquoi les habitants de ces logements sont satisfaits de leur installation? C'est parce que dès le début, on les a impliqués. Dès le début, on a travaillé avec les différentes composantes. Et dès le début, l'intégrateur était au centre du projet pour accompagner les réflexions, pour orienter les discussions, pour définir quel type de service était prioritaire et puis quel type de service serait peut-être dans le futur, mais pas forcément prioritaire au départ. Donc il a utilisé le mot qualité de service. Ils ont impliqué les investisseurs au départ, ils ont impliqué l'architecte, ils ont impliqué les copropriétaires, ils ont impliqué le syndic. Aujourd'hui, le logement connecté commence à la livraison. Le promoteur, lui, s'en va à la livraison. Donc si, comme sur beaucoup de projets, le promoteur s'en va et puis on dit aux gens, amusez-vous, il y a du connecté, bonne chance, il ne se passe rien. Et là, le taux de satisfaction est très très bas. Là, on a la méthode qui permet d'avoir un taux de satisfaction élevé et c'est ce qui a été récompensé.